Bonjour, bienvenue à ce cours filmé dans le cadre du séminaire de l'histoire globale. À mon tour, je vais essayer de prendre dans le contexte turc un sujet qui a un rapport avec l'histoire globale et un rapport avec notre thème général qui est la religion. Et donc je me suis dit que dans un cours en français en France, concernant l'histoire globale et la Turquie, le meilleur thème était la question de la laïcité, dont on parle abondamment aujourd'hui en France et en Turquie également, et de voir justement les ressemblances et les différences entre le contexte français et le contexte turc. Euh, Effectivement, il y a deux systèmes politiques dans le monde qui utilisent le terme laïcité, en turc laiklik, en réalité en mettant le petit suffixe lik qui fait des adjectifs, qui transforment des adjectifs en nom en turc. Donc c'est en France et c'est en Turquie. Alors effectivement, en France et en Turquie, on a l'impression qu'il s'agit d'un concept qui est le concept de laïcité, et soit universel et qu'il existe dans d'autres systèmes également. C'est vrai, peut-être le concept lui-même est universel, mais pas le mot. Le mot, donc le nom du concept, est propre au contexte turc et au contexte français. Cette singularité, donc l'usage du concept et du mot, les rapproche et conduit souvent les spécialistes à comparer le terme, la signification, la sémantique de ce terme dans ces deux contextes. La comparaison reste souvent en dehors d'une véritable réflexion, à vrai dire, il faut le dire, sur les conditions historiques et sociologiques de formation du lexique et invite donc à adopter une démarche d'études croisées. On essayera de voir les deux des deux côtés. Ainsi, il est indispensable de suivre l'histoire sémantique de ces deux termes, laïcité et laïclique, dans deux contextes historiques et politiques pour en dégager le sens sociétal et politique et le sens historique, linguistique aussi, bien sûr. Pour un concept étatique et sociétal, comme la laïcité en France et en Turquie, la réflexion comparatiste n'est certes pas facile à mener, principalement en raison de la méconnaissance mutuelle des chercheurs des deux pays. Autrement dit, ceux qui sont spécialistes de la question de la laïcité et de l'histoire religieuse en France ne connaissent pas très bien le contexte turc et vice-versa, bien entendu. Peu de spécialistes connaissent l'histoire turbulente de la laïcité en France et la même méconnaissance du cas turc s'observe chez les chercheurs français, qui considèrent la laïcité française comme un modèle, l'original. Toute modification et adaptation contextuelle dénaturant le concept. Cela nous permettra de mesurer combien le sens de termes identiques peuvent se suivre ou se différencier selon les différents contextes. Lorsque les observateurs en sciences sociales se lancent dans une démarche comparatiste, parmi les multiples pièges qui les attendent, deux renvoient aux enjeux d'étiquette. Étiquette de mots même. En effet, il se peut que le même concept, parfois avec des significations sociétales et politiques analogues, ne possède pas le même nom, ce qui brouille l'analyse et réduit les outils comparatifs. Dans d'autres cas, la même appellation désigne deux situations bien différentes, invitant à la comparaison, au risque toutefois de l'illusion de l'identité nominale, de la similitude supposée de ce que désigne un même terme. Le concept de sécularisation, par exemple, très proche de la question de la laïcité, pas identique, très proche, comme je dis bien. Par exemple, utilisé souvent à côté de celui de la laïcité, tel que Gino Germani l'utilise pour étudier la nature de la transition entre l'ancien et le moderne en Amérique du Sud, par exemple, recouvre en fait une grande variété de traits, du système politique à la famille, des réformes sociétales à la démographie. À ce problème de concepts ayant le même nom dans diverses sociétés, mais recouvrant des réalités disparates, s'ajoute à celui du dynamisme conceptuel. Un concept n'est jamais statique.
En effet, le sens en question n'est pas rigide. Il est dynamique et même malléable. À un premier niveau de difficulté qui tient à la polymorphie ou à la polysémie des vocables et des expressions, se combine donc un autre ensemble de difficultés, cette fois liées à la maturation, à la dégénérescence et même à la disparition des usages. Par exemple, Max Weber avait privilégié un certain nombre de concepts mouvants en intercalant, par exemple, la sécularisation entre le sacré et le profane, ou la socialisation entre la communauté et la société. Dans le cas turc, un concept tel que la modernisation, utilisé comme synonyme d'occidentalisation ou de développement, et même synonyme d'enrichissement, est un bon exemple de ces mutations conceptuelles. Il en est de même pour le concept de laïcité en France et en Turquie d'une manière particulière. Quand on regarde des termes utilisés dans l'ensemble des langues européennes, puisque nous sommes dans le cadre d'une faculté des langues, l'enseignement principal est le constat d'une confusion conceptuelle et sémantique entre les notions telles que sécularisme, antireligiosité, irreligiosité, ou l'adjectif non ecclésiastique, etc. Ces confusions existent en turc également. Il faut à ce propos constater que plus de 130 ans après la formation de la première chambre des députés dans l'Empire ottoman, la grande majorité des concepts politiques portent toujours des noms importés du français et partiellement de l'anglais, mais principalement du français. Et ce, malgré les efforts considérables des années 1930, où une politique systématique de purification linguistique avait forgé des centaines de néologismes pour les remplacer. Peut-être parce que lorsque l'intelligentsia ottomane découvrit la démocratie parlementaire en 1867, l'importation et l'adaptation de celle-ci se sont faites sans réflexion conceptuelle profonde. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire particulière de l'Empire ottoman au XIXe siècle et aux stratégies politiques de ces élites attirées par le modèle occidental, l'imposition sans retraduction devient l'instrument d'une modernisation qui ne se discute pas, et ceux qui jouent aussi ainsi le rôle de passeurs ou d'intermédiaires informés imposent d'autant mieux leurs idiots et de réformes et la place qu'ils s'y arrogent qu'ils sont seuls pleinement comprendre, en mesure de saisir ce qu'ils font. Autrement dit, parfois cette non-traduction, l'absence d'effort de traduction, de trouver un mot est délibéré. Ceux qui transportent les concepts de l'Occident vers l'Empire ottoman et vers la Turquie contemporaine par la suite font exprès de garder les mêmes mots afin que justement le sens ne soit pas saisi, ne soit pas compris, afin d'être les seuls maîtres de ce sens. L'importation, en fait, des acteurs centraux, comme dans de nombreux cas d'import-export conceptuel, se fait à travers cette élite politique. Le concept de laïcité fut donc d'abord traduit par le terme en arabe de la dini. La, le suffixe la, en arabe, c'est le suffixe de la négation, din, la religion, la dini, à religieux. À religieux. En réalité, quand on regarde l'histoire de l'étymologie du terme laïque, laos, ça ressemble, c'est une bonne traduction, donc on peut dire que la dini était, étymologiquement parlant, très proche du concept de laïque. Mais ce préfixe de la donnant l'impression de anti également, de l'absence de religion, de religiosité également, donc il y a eu une peur des réactions, et évidemment le mot a disparu pour être remplacé par le mot en turc, qui est laïque, plus le suffixe lik, qui transforme donc des adjectifs en nom, laïque, lik, laïcité en turc. Voyons un tout petit peu l'histoire parallèle de ces deux contextes. En 1876, le sultan ottoman
Abdulaziz est déposé par un coup d'État des jeunes Ottomans. Il s'agit des ancêtres des jeunes Turcs. Comme d'ailleurs son successeur Murat, et c'est Abdülhamit II qui accepte la monarchie constitutionnelle et monte sur le trône. Cet avènement du constitutionnalisme ne va pas sans poser la question du poids de la religion dans l'administration de l'Empire ottoman et celle de la transmission des valeurs religieuses, musulmanes bien entendu, dans la mesure où théoriquement, seulement théoriquement, le sultan ottoman est le calife depuis le début du XVIe siècle et la théocratie ne pouvait permettre une séparation des pouvoirs, au sens de la séparation des pouvoirs de 1905, ça aussi c'est plus tard. Chaque individu dans l'Empire ottoman n'ayant de valeur que dans son groupe religieux. Ce système s'appelle le système des millets. Le mot millet actuellement, dans le turc actuel, signifie la nation. Or, dans le système ottoman, bien qu'il y ait des controverses historiques, il s'agit de l'appartenance religieuse. L'individu n'existe qu'à travers son groupe d'appartenance religieuse. Dans les faits, la situation a évolué de manière très nuancée. Comme le suggère la présence à côté du sultan calife d'un cheikh l'islam, ou la rédaction et l'application des codes séculiers depuis le XVe siècle, mais surtout depuis la deuxième moitié du XVIe siècle, qui avait déjà amorcé une distinction entre le pouvoir séculier et le pouvoir spirituel. Il faut toutefois constater que le moment du passage du constitutionnalisme en Turquie coïncide avec les périodes d'exaspération des luttes des pouvoirs séculiers et religieux en France. En effet, les élections de 1873 avaient donné en France une majorité aux monarchies et aux catholiques à la Chambre, propice à l'ordre moral du maréchal MacMahon, c'est-à-dire au conservatisme social, au respect des valeurs religieuses et de l'autorité. Le ton se durcit immédiatement en France du côté des républicains qui, avec Gambetta, s'en prennent, non plus à la religion, mais au cléricalisme. Vous voyez, la nuance change en France également. À partir de 1875 surtout. Le parallèle est saisissant, car au moment où les républicains prennent le pouvoir en France en 1879, avec le projet de constituer un système scolaire indépendant de l'Église, c'est un enjeu très important, l'école, dans l'Empire ottoman commence à fleurir deux types d'écoles. Premièrement, on trouve surtout dans les grandes villes de l'Empire des écoles françaises, religieuses, dépendantes de telle ou telle mission, qui se sont d'abord adressées aux non-musulmans, pour devenir par la suite de véritables viviers de l'élite turque. Paradoxalement, c'est très intéressant. Alors que, en France, les luttes contre l'Église catholique étaient de plus en plus vives, les républicains eux-mêmes n'ont pas remis en cause les écoles religieuses en Orient, vues comme une terre de mission. C'était assez intéressant de constater. En interne, ces écoles des congrégations sont fustigées, en externe, elles sont soutenues. Certes, depuis que la Sublime Porte a accordé au XVIe siècle des capitulations aux puissances étrangères, notamment la France, il y a eu quelques établissements catholiques, mais c'est surtout à partir du XIXe siècle qu'ils se multiplient, en grande partie parce que la France était devenue la marraine quasi incontestable des catholiques de l'Empire ottoman. Ainsi, depuis les Tanzimat, la réorganisation dans l'Empire ottoman, les écoles congrégalistes se multiplient dans l'Empire ottoman avec une accélération toute particulière pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Ceci amène à faire plusieurs constats importants dans le cadre de la laïcisation de la France et de la Turquie. Force est de constater que la lutte entre l'enseignement confessionnel mené en France ne concerne que celle-ci et que les congrégations maltraitées à l'intérieur sont encouragées dans le pays d'Orient. Paul Bert, par exemple, ministre de l'instruction publique dans le ministère de Gambetta, de 1881 à 1882, donc 2 ans, souhaitait d'une part vider les manuels scolaires de toute mention de Dieu,
en France, et d'autre part, était un fervent défenseur de la colonisation pour civiliser le monde à travers les écoles des congrégations notamment. Cette volonté ne concerne pas seulement l'Empire ottoman, mais d'autres pays comme l'Égypte également. Deuxièmement, alors que ces mêmes écoles, donc les premiers types d'écoles dans l'Empire ottoman, c'est les écoles des congrégations. Deuxièmement, alors que ces mêmes écoles étaient considérées comme des entraves à la sécularisation de la société française, elles sont paradoxalement devenues en Turquie, en l'espace d'un demi-siècle, les principaux vecteurs de cette même sécularisation de la société turque. Il faut quand même saisir ce paradoxe. En France, les écoles appartenant à des congrégations sont vues comme des entraves à la sécularisation de la nation française. Les mêmes écoles en Orient, dans l'Empire ottoman, mais pas seulement, accueillent les futures élites de ces sociétés, des futures élites séculières, sécularisées, qui sont soustraites du système scolaire religieux de l'Empire ottoman, par exemple. En effet, une partie importante de l'élite turque, notamment istanbuliote, a été, et l'est toujours peut-être, issue de ces écoles françaises. Malgré une propagande nationaliste qui les présente comme les principaux outils de conversion des Turcs à la chrétienté, et malgré peut-être leur objectif principal, peut-être, pas sûr, l'objectif principal était plutôt la conversion des autres chrétiens au catholicisme, notamment des orthodoxes grecs et des arméniens grégoriens. La conversion au catholicisme des Turcs, des musulmans, via ces écoles, ont été extrêmement marginales. Très peu. Le débat qui se déroule en Turquie depuis le début des années 1990 au sujet des écoles religieuses musulmanes, est à ce titre révélateur. Comme en France, plus d'un siècle apparemment, l'élite laïciste craint que cet enseignement n'entrave la modernisation et l'individualisation de la société turque et réclame la fermeture, du moins la diminution des écoles religieuses musulmanes en Turquie, devenues désormais des écoles secondaires classiques. Dans le même temps, les pouvoirs publics, même les plus laïques, encourageaient le réseau d'écoles des gulenistes à travers le monde, des écoles religieuses à travers le monde, justement pour étendre comme soft power l'idée de la turcité. Ce jusqu'en 2013 où l'État turc a divorcé, le pouvoir islamiste en Turquie a divorcé des gulenistes et les deux se sont séparés. Actuellement, après 2013, c'est l'État turc qui essaye de fonder son propre réseau d'écoles religieuses à travers les centres Yunus Emre et les collèges Ma'arif pour prendre les anciennes écoles gulenistes, mais pour donner encore une instruction conservatrice et religieuse. Avec les questions de l'école, nous touchons véritablement un des enjeux principaux du concept et d'usage de la laïcité en Turquie comme en France. En effet, à partir de la période de Tanzimat, première moitié du XIXe siècle donc, dans l'Empire ottoman également, ont commencé à fleurir des écoles secondaires civiles, deuxième type d'école, laïques, j'utilise les guillemets, à côté des écoles religieuses, notamment dans les provinces balkaniques, des rushtiye, des collèges, des idadiye et des lycées, ont pu générer un deuxième type d'élite séculière qui a formé par la suite le pilier des réformes kémalistes. Mustafa Kemal Atatürk lui-même fut scolarisé dans ces écoles avant d'intégrer l'école militaire. Alors on voit au XIXe siècle deux types de